Bonjour, c'est Christophe le prof. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux élèves des séries STMG. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Toute organisation ressemble en fait un peu aux héros d'une grande aventure épique, luttant sans cesse contre l'antagoniste ultime. Un futur totalement imprévisible. Le monde change à une vitesse dingue, les technologies évoluent, les règles sautent. La concurrence, elle, ne dort absolument jamais. Face à ce chaos, l'entreprise n'a pas de boule de cristal, c'est sûr. Mais elle a un bouclier massif, la prévision d'activité. Bienvenue dans ce décryptage. On va voir ensemble étape par étape comment les boîtes ne se contentent pas de subir l'avenir, mais utilisent la data et des mécaniques ultra précises pour, littéralement, survivre à l'incertitude. Au programme de notre analyse, 1. Le temps et l'incertitude. 2. La veille informationnelle stratégique. 3. Le chiffre d'affaires et les charges. 4. Le fameux seuil de rentabilité. 5. L'évaluation du risque. Et enfin, 6. On parlera des limites de la prévision. Première partie, le temps et l'incertitude. Le gros dilemme, en fait, c'est que toute décision stratégique se prend aujourd'hui, avec les infos d'aujourd'hui. Mais ces effets ne se feront sentir que dans un futur qu'on ne contrôle pas. Plus on regarde loin, plus le brouillard est épais. Une mauvaise anticipation, c'est direct des pertes de chiffre d'affaires ou des surcoûts. C'est implacable. Prenons Decathlon par exemple. C'est une boîte qui vit au rythme des saisons et des caprices de la météo. Si l'hiver est exceptionnellement doux et qu'on n'a pas anticipé ça, eh bien, les manteaux de ski restent coincés dans les entrepôts. C'est le piège temporel parfait. Un simple décalage entre la prévision et la réalité détruit de la valeur instantanément. Et c'est pour ça que des géants comme Amazon agissent un peu différemment. À cette échelle, la prévision ne sert pas à faire de la magie ou à lire l'avenir sans se tromper. C'est plutôt un bouclier ultra rationnel. En anticipant la demande, on optimise les stocks, on réduit les kilomètres des camions et surtout, on limite des coûts opérationnels qui seraient sinon colossaux. Sans cette prévision hyper rigoureuse, la machine s'effondrerait sous son propre poids. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la veille informationnelle stratégique. Pour dissiper ce fameux brouillard, il faut de la lumière. Et cette lumière, c'est la donnée. La prévision se nourrit de deux sources. D'abord, les infos internes, comme l'historique des ventes, c'est un peu la mémoire de l'entreprise. Mais ensuite, il y a les infos externes, et c'est là que ça devient vraiment stratégique. L'Oréal, par exemple, ne regarde pas juste ses ventes passées. Il scrute l'extérieur, utilise des études de marché et des données sociologiques très poussées pour deviner ce qu'on voudra acheter demain. Mais attention, empiler des données brutes, ça ne sert à rien. Il faut structurer tout ça. On peut automatiser la collecte, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que fait Netflix à la perfection. Chaque clic, chaque pause, chaque série abandonnée est enregistrée. Sauf qu'à la fin, pour identifier une vraie tendance et décider de lancer la prochaine série à succès, il faut une analyse humaine. C'est toujours l'esprit humain qui donne du sens aux chiffres pour adapter la stratégie. On passe à la troisième partie, le chiffre d'affaires et les charges. C'est le tableau de bord financier. Pour évaluer si un projet tient la route, on doit estimer ce qui entre, donc le chiffre d'affaires. Chez Ikea, on ne sort pas un chiffre global du chapeau. On croise le trafic attendu en magasin, c'est-à-dire le nombre de visiteurs prévus, avec le panier moyen estimé. Ça a l'air d'une simple multiplication, mais ça repose entièrement sur toutes les hypothèses et la veille stratégique qu'on vient d'évoquer. Ensuite, il y a ce qui sort, les charges. Et là, il faut absolument faire une distinction vitale. D'un côté, on a les charges fixes. Elles sont sans pitié. Qu'on vende 1 million de meubles ou zéro, il faut payer les loyers et les salaires administratifs. De l'autre côté, on a les charges variables qui, elles, sont proportionnelles à ce qu'on produit, comme les matières premières. Comprendre cette différence, c'est la clé absolue pour analyser la rentabilité. Quatrième partie, le seuil de rentabilité. C'est la frontière exacte entre la destruction de valeur et le bénéfice. Prenons un euro qui entre dans les caisses. Cet euro ne file pas direct dans la poche des dirigeants. Il doit d'abord payer son droit de passage incontournable, les charges variables. Ce qui reste, c'est ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Et la mission unique de cette marge, au départ, c'est d'aller attaquer la montagne des charges fixes. Concrètement, si on a un taux de marge à 40%, ça veut dire que sur un billet de 100 euros encaissé, 60 euros partent tout de suite pour les coûts variables. Il reste donc 40 euros. Ces 40 euros, ce sont un peu nos soldats qui vont grignoter petit à petit les charges fixes. Et tant que ces charges fixes ne sont pas totalement couvertes, l'entreprise reste en danger. D'où la formule du seuil de rentabilité. Les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. La logique est hyper limpide. Plus le poids des charges fixes est lourd au-dessus de la barre de division, plus l'organisation va devoir vendre massivement de produits juste pour avoir le droit de survivre et d'arriver à un résultat de zéro. L'industrie aéronautique illustre ça avec une certaine violence. Airbus a des usines gigantesques, des milliers d'ingénieurs en recherche et développement, bref, des charges fixes astronomiques. Résultat, leur seuil de rentabilité est repoussé très loin. Ils sont contraints de courir après des volumes de vente massifs avant même de toucher le premier véritable euro de bénéfice. C'est une réalité qui expose énormément au risque. Ce qui nous fait basculer vers la cinquième partie, l'évaluation du risque de l'entreprise. Savoir où est le seuil de rentabilité, c'est super. Mesurer la distance qui nous sépare de cette zone de danger, c'est encore mieux.
C'est là qu'intervient la marge de sécurité. C'est l'amortisseur de l'entreprise. En gros, c'est l'écart entre ce qu'on prévoit de vendre et le fameux seuil. Si la demande du marché s'effondre soudainement, de combien le chiffre d'affaires peut-il chuter avant qu'on ne perde de l'argent? Plus la marge est grande, plus l'entreprise est résiliente. Sauf qu'1 million d'euros de marge, c'est un confort immense pour une boulangerie, mais c'est une simple goutte d'eau pour une multinationale. Alors pour comparer les projets équitablement, on convertit cet amortisseur en un pourcentage. C'est l'indice de sécurité. Un indice élevé, c'est un projet bien sécurisé. Un indice faible, on est sur le fil du rasoir. Et il ne faut absolument pas oublier le temps. Le point mort, c'est la date précise dans le calendrier où on franchit enfin le seuil de rentabilité. Si on l'atteint tôt, disons en mars, le risque est faible, le reste de l'année c'est du bonus. Mais pour des activités très saisonnières comme le tourisme, ce seuil de survie arrive parfois dangereusement tard dans l'année. Une mauvaise entame de saison et on risque de clôturer l'année dans le rouge. Du coup, si on synthétise tout ça sur notre tableau de bord, le profil à très haut risque par excellence, le vrai cauchemar des décideurs, réunit 3 éléments. Un seuil de rentabilité très élevé à cause des charges fixes, une marge de sécurité minuscule qui ne laisse aucun droit à l'erreur, et un point mort très tardif. Face à un tel diagnostic, c'est alerte rouge d'emblée. On arrive à la 6e et dernière partie, les limites de la prévision. Car oui, après avoir vu toutes ces mécaniques fascinantes, il faut garder une certaine humilité. Ces calculs sont brillants, mais la prévision ne supprime jamais l'incertitude fondamentale du monde réel. Des crises géopolitiques violentes forcent des géants comme Total Energies à revoir leurs plans constamment. Et même si l'intelligence artificielle apporte une puissance de calcul inédite, elle se heurte au comportement humain. L'IA optimise, c'est sûr, mais elle ne possède pas le don de voyance. Les hypothèses de départ restent toujours incertaines. D'ailleurs, petite astuce méthodologique pour ceux qui étudient ces concepts, pour démontrer comment la prévision réduit le risque, il faut d'abord définir le concept, puis expliquer la mécanique financière comme on vient de le faire avec les marges. Ensuite, il faut illustrer avec un cas concret comme Airbus ou Ikea, et enfin, toujours terminer en nuançant avec les limites face au monde réel. Ce qui nous amène à une réflexion finale pour clore cette exploration. On a bien vu que les calculs de rentabilité forgent une sacrée armure pour naviguer dans le brouillard. Mais la question demeure, dans un monde secoué par des crises incessantes et dopé aux algorithmes surpuissants, est-ce que la prévision sert vraiment à deviner l'avenir ou bien n'est-elle finalement qu'un moyen hyper sophistiqué de structurer notre courage et notre résilience pour affronter l'inconnu? Ça donne vraiment à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve très vite.